On enchaîne avec la sage-femme d'Auschwitz. Désolée, j'arrive pas à le dire. Ça, du coup, je l'ai acheté en magasin parce que quand je passe vers les livres, en général, je jette toujours un petit coup d'œil et j'étais tombée sur ça. Je me dis, ah tiens, en général, je lis toujours tu sais, des témoignages d'hommes jusqu'à présent, des témoignages que j'ai lus, c'était des hommes. Bon, là, après, c'est une autrice qui s'est inspirée de l'histoire de cette femme et c'est des personnages donc fictifs là, mais après à la fin heureusement elle met elle a mis le nom de la femme qu'elle a inspirée, donc Anna, et on a sa petite donc biographie. Et par contre, moi ça m'a un petit peu le fait que ça soit une fiction, même si c'est tiré de faits réels, hein, il y a quand même beaucoup de choses qu'on reconnaît de documents, de documentaires, de livres aussi écrits par d'autres, hein. Mais du coup là, le fait que ce soit une fiction m'a quand même un peu rebuté au début en mode qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui a été inventé et tout. Du coup j'ai eu un peu de mal à m'y mettre dedans, mais au final ça passe. Et à la fin en plus on voit qu'elle rectifie un petit peu le tir en nous disant donc ce qu'elle a changé. Elle a changé très peu de choses au final. Je crois qu'elle a changé les matricules donc de ses persos. Elle n'a pas voulu mettre les vrais matricules des vraies personnes dont elle s'inspire. Par contre je crois qu'elle en a mis 2 autres pour rendre hommage à des résistants, un truc comme ça il me semble. Mais sinon, alors celui-là, j'étais tombée récemment sur un documentaire sur ça, sur les pouponnières de... Ah, je sais plus comment il s'appelait par contre. C'était donc un nazi qui voulait donc faire des sortes de pouponnières en série pour renouveler donc l'Allemagne. Et aussi regonfler un petit peu les armées et avoir des enfants où ils allaient pouvoir, de base à la naissance, leur inculquer leur doctrine. Et c'est vrai que le truc, c'était qu'on voyait dans le documentaire, donc c'était pas juste les Allemands entre eux et tout ça. Donc tout ce qui avait un trait allemand, en tout cas ce qui leur plaisait, donc des blonds, c'était pris. Peu importe qu'ils aient des racines juives, ils le prenaient, tu sais. Ça c'est un peu assez ironique. Je sais que ça avait un nom, un programme. Alors attends, je crois qu'elle l'a marqué en plus à la fin. Bensborn. Le Bensborn, voilà. Alors attends, je vais te marquer comme ça. Et je crois que le documentaire que j'avais trouvé avait le même nom comme ça. Mais du coup, ouais, ça te relate un petit peu l'idée qu'avait eu la femme de noter les matricules en fait des bébés des femmes qui donnaient naissance dans les camps pour pouvoir potentiellement les retrouver par la suite. Alors on sait que il y a eu des bébés qui ont été retrouvés, enfin des enfants, je sais plus s'ils étaient adultes ou jeunes adultes ou un truc comme ça, mais il y a eu des enfants nés comme ça qui ont été kidnappés et tout ça, qui ont été retrouvés. Après, avec des tatouages et trucs, apparemment elle a pas trouvé de source historique, mais nous on sait quand même, il y a des trucs où on a eu, je crois, 2-3 témoignages j'ai vu passer où tu avais des enfants qui avaient été kidnappés qui après ont su de leurs origines et du coup qui ont pu retrouver leurs parents d'origine, mais du coup de cette manière là n'a pas été plus que ça creusé. J'imagine après c'était quand même un truc ciblé, puis c'était la seule à le faire, donc il n'y en avait pas non plus, et puis il y en a eu tellement, et puis il y en a eu tellement qui n'ont peut-être jamais su en fait au final leur origine et ont été sûrement endoctrinés dans le truc, et gros déni j'imagine de leur part, hein. Mais du coup ouais, donc une nouvelle fois on a un bon témoignage. J'aurais bien aimé par contre qu'il soit authentique. Par contre il me semble que la femme elle-même, elle dit qu'en ayant fait ses recherches, elle a trouvé de la part de la femme un essai, enfin un truc, une trace vite faite. Et encore la femme elle-même ne voulait pas faire de témoignage. On l'a un petit peu incité à le faire. C'est dommage je trouve, et faudrait que je cherche d'autres témoignages de femmes
mais pas des histoires inspirées comme ça, mais des vrais comme d'autres hommes que j'ai pu trouver. Mais jusqu'à présent, ouais, j'ai l'impression que c'est surtout les hommes qui ont fait des témoignages, je sais pas, ou alors c'est sur les livres que j'ai tombé. Après, je cherche pas particulièrement ce genre de documentation parce que déjà on nous en bourre le crâne à l'école, je me souviens. Donc là, c'est vraiment quand j'y tombe dessus. Mais sinon, c'est triste à dire, mais c'est tout le temps la même histoire qui se répète. T'apprends tout le temps les mêmes trucs. Au final, là, l'histoire des bébés, donc qu'on kidnappait et tout, j'avais déjà entendu parler de ça avant, donc c'est pas, j'ai rien appris de nouveau, quoi. Juste là, c'était une fiction et voilà. J'ai pas grand chose à dire, sinon après, ouais, il est plutôt pas mal. Et puis pour une fois, on est du côté des femmes. C'était cool parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours été du côté des hommes. Et quand ils nous parlaient des femmes, bah, c'était de loin parce qu'ils étaient pas mélangés. Donc là, c'était un peu plus intéressant. Dommage que c'était une fiction. Même si l'autrice elle-même a fait beaucoup de recherches, elle précise bien qu'elle a toujours essayé de relater bien la réalité des choses et tout ça. Surtout la cruauté du côté des femmes, c'était quand même pas mal hardcore aussi, hein. On noyait quand même les bébés de base. Puis après, on a décidé de les kidnapper au bon vouloir. Et puis après, finalement, la guerre, on est en train de se faire démonter. Ça serait bien qu'on ait plus de chars à canon à envoyer sur le terrain. Donc ouais, c'était assez chaud, hein. Il me semble que c'était où que j'avais eu ça. Le meilleur de manière de conquérir un pays, c'était aussi par le ventre des femmes, hein. On est là-dedans, hein, ça marche comme ça aussi, hein. Après, il y avait quand même un truc qui m'a fait tiquer, c'est que donc on sait donc qu'il y avait beaucoup de sous-alimentation et tout ça. Et bon alors, la plupart, il me semble que c'était les femmes qui arrivaient au camp et qui étaient en début de grossesse, donc ça se voyait pas parce que celles qui étaient en grossesse, on les envoyait directement au gaz. Du coup, donc c'était les femmes qui n'étaient pas enceintes visibles qui étaient gardées et puis après, ça se voyait, puis finalement elle finissait dans une maternité improvisée, on va dire. Je sais pas vraiment si on peut appeler ça, mais du coup on les laissait avoir le bébé. Bon après, moi ça me fait un peu tiquer dans le sens où on sait que le principal primordial, on va dire, pour notre corps, c'est de survivre. Et du coup tout ce qui a trait pour les femmes à la maternité, aux grossesses et même les règles, quand t'es trop maigre, au bout d'un moment que il faut de l'énergie au corps, il va se débarrasser de ces genres de choses, donc les règles ça va disparaître pour pouvoir puiser autre chose parce que ça demande de l'énergie et ça c'est un petit peu inutile, donc on va s'en débarrasser. Et du coup c'est pour ça que à mon sens je trouve parce que c'est bien précisé que les corps sont vachement émaciés, tout ça avec le ventre qui sort, et je trouve qu'il y a quand même pas mal de bébés qui survivent. Alors à la naissance, et même les femmes aussi, alors que pour moi, je sais pas, ça serait plus logique qu'il y ait beaucoup plus de bébés morts-nés et de femmes aussi qui meurent en couche, parce que ça demande quand même de l'énergie de faire un bébé et de le mettre au monde aussi, hein. Et le bébé aussi qui a besoin de nourriture assez constante pour se développer, alors que là on savait que niveau nourriture, quand ils en avaient, c'était pas ouf hein, non plus pour la santé. Mais du coup, ouais, ça me fait un peu tiquer. Après, je suis pas médecin, je suis pas experte dans le domaine, mais bon, sachant tout ça, je me dis quand même, voilà, je sais pas. Prochain livre, Le Fléau de Chalion. Alors ce livre, de base, le résumé ne m'avait pas forcément donné envie. On suit un mec, donc un ancien mercenaire, enfin un ancien soldat, qui revient travailler donc dans le château où il avait travaillé comme page dans sa jeunesse. Il a 35 ans il me semble. Et du coup, il se voit confier la responsabilité d'Iselle, la royesse, par du coup sa grand-mère. Et on va suivre donc son évolution en voulant la guider dans la cour, les trucs comme ça. Avec le peu d'expérience qu'il a, hein, c'était pas vraiment son domaine, il n'était pas vraiment enchanté de base. Mais du coup, ouais, ça m'avait pas non plus donné hyper envie comme résumé. Mais au fur et à mesure de la lecture, t'es vachement dedans, surtout vers la fin. Et surtout, c'est un de ces livres où il se passe tout le temps quelque chose. Tout le temps, il se passe quelque chose. C'est des moments, t'as des livres où pendant une bonne partie, il se passe rien. Et puis c'est dans les 150, dernières pages où il se passe plein de trucs à la fois. Tout se précipite. Les Harry Potter sont un peu comme ça au début, il me semble. Mais sinon là, c'est vraiment à chaque fois il se passe quelque chose. Déjà on a lui donc qui arrive au château, il veut une vie pépère de base. Sauf qu'après on lui confie la direction d'Iselle. Ensuite
ils sont envoyés chez le roi. Après, chez le roi, il se passe encore plein de trucs. Ouais, ça, il se passe tout le temps quelque chose jusqu'à la fin, jusqu'à la toute dernière fin, même si la fin est un peu prévisible. Mais il se passe quand même plein de trucs et ça c'est cool, t'as pas le temps de t'ennuyer et au fur et à mesure en plus que t'avances dans le livre et que t'apprends à découvrir les personnages, surtout Iselle, t'es à fond dedans. Moi j'ai adoré ce personnage-là. Ça se passe, on va dire, dans un univers donc médiéval, mais du coup t'as quand même un peu de magie. C'est pas vraiment central, ça va servir à l'intrigue à un moment donné, mais c'est pas vraiment central, et puis c'est plus d'un côté divin un petit peu, t'as beaucoup donc de divinité, des trucs comme ça. D'ailleurs, c'est comment ils appellent l'ordre de la fille, du fils, du père et de la mère. Il me semble, si je dis pas de conneries, mais c'est un délire un peu comme ça. Et même dans les trucs, la royesse, donc ça fait écho pour nous à la princesse, le Royce au prince, la royina à la reine et le roya, je crois, au roi. Enfin, un truc comme ça. Bon, ça a des connotations, mais t'as des noms comme ça et puis ça passe super bien, je trouve. J'ai bien aimé. Mais t'as quand même un univers qui est basé sur des divinités, on va dire, qui sont là, mais qui sont pas tout à fait là. En fait, on n'est pas trop sûr. Ça dépend si ils ont envie de faire quelque chose. C'est vraiment leur bon vouloir et en même temps, pas du tout. C'est un peu, voilà, tu vois, on sait pas trop. Et du coup, ça fait qu'il y a un peu de magie, mais c'est pas non plus, ça prend pas non plus beaucoup de place. Et c'est plus des histoires on va dire politiques, mais pas chiantes. Parce qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup les adultes qui ne servent pas à grand chose, beaucoup de corruption, hein, beaucoup mine de rien. Mais les adultes en tout cas, servent pas à grand chose. Et puis c'est vrai que Isaïe, j'ai pas dit, mais il me semble qu'elle a 16 ans, elle fête ses 16 ans. Et vraiment, au bout du milieu du livre, on va dire, c'est elle qui dirige tout en fait. Et qui décide, bon alors, on va prendre les choses en main maintenant, j'ai failli me faire avoir une fois, on va faire ci, ça, ça. Et au final, ça se passe super bien, mais même... niveau caractère et tout ça, j'ai beaucoup aimé ce personnage. J'ai pas l'impression en fait qu'elle a 16 ans. C'est pour ça son attitude, elle donne l'impression d'avoir dans les 25, dans les 30 ans, tu sais. Comparé aux adultes qui l'entourent, même à son frère, wow, tu te dis, ah ouais quand même. Même si on va dire que le personnage principal du coup qu'on suit, alors... deux choses. Donc déjà, bon, un petit peu les traits de son caractère. À un moment donné, donc, on a un mariage. Et du coup, bon, déjà, il me semble qu'elle, donc, Iselle, j'ai dit, elle a 16 ans. Et l'autre, il a genre 40 ans. Ou en tout cas, il est bien plus âgé qu'elle. Et tout le monde n'est pas d'accord. En tout cas, lui, ça lui fait dresser les cheveux sur la tête. Mais il est en crush sur une meuf où c'est pas mieux. Et je crois qu'ils ont genre 15 ans d'écart, un truc comme ça. Et lui-même, des moments, a les trucs de se dire ouais, mais non, je suis trop vieux. Et puis même, tu sais, ça passe vraiment vite fait. Mais après, ça part sur ouais, au final, j'ai pas les terres, j'ai même pas. Il a plus de titre en fait, parce que c'est vrai qu'il vient quand même d'une famille aisée de base. Mais parce qu'il est parti faire la guerre et tout ça, il a perdu un petit peu son statut. Et puis des choses qui sont passées. Mais je vais pas non plus vous spoiler parce que c'est des trucs qu'on apprend dans les débuts. Et puis même par la suite, on apprend un petit peu, donc ça sera un petit peu du spoil. Donc je vais pas aller plus loin. Mais voilà, il y a quand même un petit peu de... Ouais, la morale, c'est limite un enfant avec une jeune femme, enfin, une jeune fille, hein, c'est encore des jeunes filles pour moi en tout cas. Et puis même l'appellation dans le livre, il est dit comme ça. Et donc il y a un petit peu de... Ah, mais il y a ça, mais il y a surtout les trucs à trait politique et machin. Bon, après, c'est à l'époque... on le sent bien, c'est beaucoup comme ça. Et puis même vers la fin, quand c'est Iselle qui prend les choses en main, t'en as un, il dit ouais bon, la meuf là, elle s'y prend quand même un peu, qu'elle reste à sa place quoi. C'est un petit peu de machisme, mais vraiment c'est saupoudré à ce moment-là. Sinon après avant, c'est dégueulasse, mais bon. Après sinon pour le personnage principal, donc il y a ça, mais c'est pas non plus trop dérangeant. Après pour lui, c'est un peu dommage pour la fin. Ça aurait été bien qu'il y ait les couilles de le faire mourir. Parce que donc il se passe donc plein de choses, je vous dis. Et du coup, ça aurait été bien qu'ils aillent au bout du truc.
et qu'il soit pas sauvé miraculeusement, c'est dommage un petit peu, ça m'a un petit peu déçu. Bon, c'est pas non plus bien grave, mais voilà, c'est un peu dommage qu'on n'aille pas au bout de l'idée qui avait été mise en place à ce moment-là, enfin à un certain moment du livre. Mais sinon, à part ça, ouais, bonne trouvaille, j'ai beaucoup aimé, je suis très contente pour le coup. Une belle surprise, je m'attendais pas, je pensais le lire et me lasser, enfin tu sais, le survoler. Et pas plus être dedans que ça, mais au final, à la moitié du livre, j'étais à fond dedans. Et je l'ai vite fini, j'ai mis du temps à le commencer, mais j'ai vite fini, donc c'est dire. Bien, pour la suite, on va un petit peu parler de ma bête noire, en tout cas de la comtesse de Ségur. Donc là, j'en ai deux, donc les petites filles modèles et... comment elle s'appelle? Gisèle. Enfin, c'est pas le nom du truc, mais c'est un amour d'enfant, un truc comme ça. Et alors déjà, les petites filles modèles, bon, ça fait un moment que je l'ai lu, je dois dire, c'est plus trop frais dans ma tête, mais il me semble que j'avais pas non plus retenu grand chose, à part si, mais après c'est ça le point central que je voulais faire parler en globalité des œuvres un petit peu de la comtesse de Ségur, surtout que là je viens de finir du coup un amour d'enfant là, et là je suis en train de commencer celui-là, et le truc dans les contes de la comtesse de Ségur, le problème que j'ai, c'est déjà un truc qui me semble que j'avais un peu pointé du doigt, mais là j'arrive à avoir une réflexion un peu plus poussée, on va dire. C'était avec le général là que j'avais déjà fait la réflexion que les méchants et les gentils étaient vachement caricaturés, mais que du côté des gentils, je trouvais que c'était caricaturé d'une manière où il y avait quand même un petit peu d'hypocrisie de leur part. Et c'est bon, en lisant là un amour d'enfant que je m'en suis vraiment rendu compte. Et puis je m'en étais aussi un petit peu rendu compte avec les petites filles modèles. Mais le truc, c'est que déjà dans un amour d'enfant, le premier chapitre, je vous l'explique un petit peu. Ce qui se passe donc, c'est qu'on a les deux enfants de Pierre qui font un bouquet pour la fête de leur mère. Et donc t'as Gisèle, notre personnage principal qu'on va suivre, qui du coup débarque et qui les regarde faire leur bouquet. Et t'as une autre personne, donc il me semble qu'elle est un peu plus âgée, je lui donnerais la quinzaine, un truc comme ça, parce qu'après plus tard un petit peu, elle se marie, donc ouais, elle doit avoir un petit peu la quinzaine ou pas loin de 18 ans, tu vois. Mais en tout cas, donc elle débarque et elle demande aux enfants ce qu'ils font, donc les enfants disent qu'ils font un bouquet pour leur mère, et t'as Gisèle qui dit qu'elle les regarde juste. Du coup, donc, ils se disent, bon, je vais vous aider, on va faire le truc. Et donc, la grande donne un petit peu des ordres aux enfants. Donc, elle dit aux deux gosses de Pierre de faire ci et ça. Et Gisèle, elle lui dit rien. Et Gisèle, qui lui demande justement, et moi, qu'est-ce que je fais? Elle lui fait, toi, tu regardes. Et t'as plein de petits trucs comme ça, un petit peu, où t'as les enfants, enfin les jeunes ados, et les adultes qui vont un petit peu être passifs-agressifs. Et c'est pas que dans ce livre que je l'ai remarqué, même dans les autres. Et du coup, donc, t'as Gisèle qui se sent rejetée à ce moment-là et qui, du coup, qui pique une crise et qui saccage les fleurs. Et donc, t'as enfin le père, donc Pierre, qui arrive pour la punir en quelque sorte. Parce que du coup, en fait, sa mère l'avait envoyé chez son oncle pour passer 1h30 à peu près. Et du coup, Pierre, il décide que bon, d'accord, elle va passer 1h30 chez nous, mais donc elle va le faire avec moi et donc il va la punir. Sauf que du coup, lui, la punir, c'est l'embarquer dans son bureau là où il travaillait de base et il va l'attacher à une chaise et il va la laisser comme ça pendant plus d'1 heure sans juste prêter attention à elle, juste en travaillant, en ignorant ses cris et comme ça, c'est vachement violent. Et puis, il y avait même une scène aussi comme ça dans Les Malheurs de Sophie, le dessin animé. Je sais pas si vous vous souvenez, pour ceux qui l'ont vu. Mais à un moment donné, donc on est avec Sophie qui est chez Madame de Fleurville. Donc celle avec la blonde, là, avec la robe jaune. Et à un moment, donc, t'as Sophie qui pique une crise et qui saccage des cerises. Et donc, t'as donc Madame de Fleurville qui la prend et qui l'amène dans une pièce qu'elle appelle la chambre, la pièce de pénitence, un truc comme ça. Et c'est une pièce, en plus, dans le dessin animé, maintenant que j'ai le recul, je me dis, mais putain, qu'est-ce que c'était glauque. Et je comprends pourquoi à l'époque, ça m'avait un peu tilté, mais c'est sans trop comprendre un petit peu. Et du coup, donc c'est vraiment dans le dessin animé une pièce, dans un mur caché.
Vraiment, c'est une pièce cachée où il y a 0 fenêtre, il y a juste un bureau avec une bougie, c'est vraiment sombre. Et donc elle la place là et puis elle lui fait donc avec un papier et tout, et est écrit, je sais plus ce qu'elle lui demande d'écrire, mais elle lui demande de faire pénitence. Et déjà, à l'époque, ça m'avait un petit peu heurté quand j'étais petite, mais maintenant, avec le recul, je me dis, ah ouais, mais c'est quand même vachement violent. Et c'est ça le truc, c'est que dans les contes de Mademoiselle de Ségur, en fait, donc le principe, c'est de un petit peu mettre en lumière, voilà, les maltraitances des enfants. Sauf que tu te rends compte un petit peu au fur et à mesure que tu lis les bouquins que, alors c'est bien pour l'époque, hein, c'était une grande avancée mine de rien, mais c'est la moitié du chemin, parce que c'est pas parce que tu n'es pas maltraitant physiquement, parce que c'est surtout ça, maltraitant physiquement, que tu ne peux pas être maltraitant moralement, en fait, mentalement, parce que là, enfermer une gamine, surtout qu'en plus, il me semble, des madères de Sophie, elles ont même pas 10 ans, et les enfermer dans une pièce comme ça, sachant que Sophie déjà elle se faisait battre et elle s'enfermait, elle se faisait enfermer aussi, où elle s'enfermait elle-même dans une pièce sombre. Et c'est pas mieux en fait. Et c'est avec le recul que je me dis, ouais, finalement, Madame Lefervive, on nous met en opposition. Donc, comment elle s'appelait déjà? Madame de Fichigny, voilà. Ah là là. Et du coup, t'as Madame de Fichigny donc qui est violente, qui bat Sophie et tout ça. Et de l'autre côté, donc, t'as Madame de Fleurville qui est compatissante, bonne, on va dire. Sauf que bah, y a quand même un petit peu de maltraitance aussi mentale. Mais vu que c'est pas physique, c'est moins important. Enfin, il y a un truc comme ça, tu vois. Je sais pas si vous arrivez à comprendre ce que j'essaie d'expliquer, mais moi, je vois ça très fort dans les livres là que j'ai un peu plus lus. Déjà à l'époque, j'avais ça, mais là, maintenant que j'ai lu plusieurs trucs et que je vois ce schéma se répéter dans les livres de la comtesse de Ségur, je me dis que ouais, donc il y avait une volonté de dire, de montrer la maltraitance que subissaient les enfants, ou le fait aussi qu'une éducation, on va dire, trop laxiste pouvait être abusive pour les enfants. Je vais y revenir. Mais pour la maltraitance, en tout cas, c'était mettre en lumière un truc, mais faire que la moitié du chemin, et ignorer un petit peu la maltraitance mentale, donc psychologique, qu'il pouvait y avoir. Parce que c'est vrai que bah, dans un amour d'enfant, il y a beaucoup ça, et c'est un truc aussi que j'avais dit avec le colonel, c'est que bah, les gentils, possiblement on va dire, bah, était quand même un petit peu hypocrite, je trouvais. Et là, dans les trucs avec Gisèle, j'ai trouvé que il pouvait être aussi, tu sais, chaud-froid, comment on dit là, passif-agressif. Genre, à un moment donné, je me souviens, c'est dans le 2e chapitre, il me semble. Donc, t'as un ami de la famille des parents de Gisèle qui vient leur rendre visite. Et du coup, t'as Gisèle donc, qui rentre dans le salon. Et elle a même pas le temps de dire une parole que l'autre, il l'accueille en mode « Alors, méchante fille, comment ça va ?» Et bien sûr, Gisèle qui a juste 10 ans, elle est là « Non, je suis pas méchante, et nanan. » Et donc, du coup, bah, elle est vexée, et puis bah, elle le vexe. Et lui, tout ce qui retient, ah, elle m'a vexé. Bah, du coup, je vais la vexer. Sans prendre en compte que lui-même l'avait vexé en premier au final. Et c'est ça le truc aussi, c'est que les adultes, dans les bouquins, ne se rendent pas compte qu'ils agissent de manière passif-agressive avec les gosses. Et du coup, bah, les gosses agissent en fonction, ce qui est normal, parce que bah, c'est des gosses, ils n'ont pas encore appris à se contrôler, à prendre du recul sur le truc, alors que là on a des adultes qui devraient savoir le faire de base, mais non, non, de leur point de vue, vraiment, eux ils sont dans leur bon droit, et les enfants juste ils doivent se taire et être gentils. Et ça aussi c'est un truc, juste quand tu vois leur manière de parler, ah vous êtes bon, vous êtes bonne pour moi, et nana, et juste le fait que, en fait, un enfant soit gentil, qu'il soit bien obéissant, qui cherche pas plus à demander ou à plaider sa cause, juste, ça fait de lui un enfant gentil, bon, charitable et tout ça, alors que Gisèle, allez, on va dire que, à part quelques crises de colère, encore il y en a une ou deux, mais sinon c'est, ouais, pour moi c'est juste une fille, une petite fille qui bah, veut croquer la vie à pleines dents, sauf que bah, elle est pas née à la bonne époque malheureusement, hein, et du coup bah, tout ce qu'on lui demande à elle c'est de fermer sa gueule et d'être bien gentille et d'élever les gosses, et puis point barre, hein, parce que pendant beaucoup du truc du livre, t'as Gisèle qui bah, s'ennuie de sa vie un petit peu, parce que bah, euh,
elle a envie de profiter de la vie, de sortir, de faire les balles et tout ça. Donc à un moment donné, elle le fait, elle arrive à le faire. Mais vers la fin du livre, c'est dit, ouais non, au final, c'était de la vanité, elle se retrouve toute seule et nana, alors que en vrai, c'est pas grave d'être comme ça. Elle a le droit, enfin... Je te donne ça de mon avis moderne, on va dire. Hein. C'était pas la même époque, comme je disais. Elle n'est pas née à la bonne époque, c'est pas pour rien. Mais du coup, quand tu dézoomes, en fait, tu te rends compte que ce qu'on lui reproche, c'est pas vraiment grave. Au pire, vous n'êtes pas dans le même délire, vous n'avez pas les mêmes trucs, c'est pas grave. C'est... Voilà, et du coup, la fin, c'est que elle est enfin... rentrer dans les clous, enfin les gentils et les bonnes et tout ça, parce que du coup elle a enfin accepté d'aller s'enterrer pour s'occuper de son mari et de ses gosses. Et c'est tout. La pauvre. Au moins moi je me console en me disant bon, elle a quand même un petit peu pu profiter de la vie mondaine qu'elle voulait. Elle s'est amusée et puis bon voilà, avant de s'enterrer, mais bon elle a quand même 27 ans, elle est jeune pour ça, mais bon elle a quand même un petit peu, je me console avec ça. Mais voilà, il y a un petit peu pour résumé, dans les contes de la comtesse de Ségur, t'as donc dénoncé donc ouais la maltraitance de l'enfant, mais on s'arrête à mi-chemin. On prend pas vraiment en compte tout l'aspect psychologique que peuvent avoir les adultes, juste le fait qu'ils soient assez passifs-agressifs, que eux-mêmes, avant même que Gisèle ait fait quoi que ce soit, l'agressent, tout simplement, avec des mots. Ou même soit violent physiquement avec elle, parce que même si au début du truc, il l'a pas frappée, juste le fait qu'il l'attache comme ça, c'est vachement violent. Il me semble, moi, déjà avoir entendu des témoignages, je sais plus où c'est que j'ai entendu ça ou lu, de nos jours, hein, où déjà en maternelle, t'as des profs, ouais, des instituteurs, des institutrices qui, face à un enfant un peu turbulent qui n'arrivait pas à gérer leurs cris surtout, il les attachait à leur chaise. Il y a eu des témoignages comme ça et c'est vachement violent. Et c'est ça le truc, c'est que les gentils dans les contes de la comtesse de Ségur, tu te rends compte, avec un œil moderne, on va dire qu'ils sont pas vraiment gentils au final. Ils sont soit hypocrites, soit passifs-agressifs, soit ils ont le droit d'être illogiques. Mais un enfant, ah non, 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 hein, ah non, non, il faut que tu sois directement gentil, bien obéissant. Ferme ta gueule, fais-moi pas chier, sinon t'es un méchant enfant, tu vois. Je sais pas si vous arrivez bien à comprendre ma truc, mais moi, c'est ce que je retiens des contes de la comtesse de Ségur. Et donc voilà, j'avais pas mal de trucs à dire sur elle. Ça fait plusieurs fois là que je lis ces livres et que ça me trotte dans la tête. Et là, j'ai enfin pu bien expliquer, j'espère, mon point de vue sur le truc. Après, Jean qui grogne et Jean qui rit. Alors, j'en suis tout au début, hein, je crois que j'en suis au deuxième ou au troisième chapitre, mais il y a déjà un petit truc, donc c'est toujours l'idée de mettre en opposition un bon personnage et un mauvais personnage. Et là en fait, donc t'as Jean qui donc est toujours souriant, toujours positif, et t'as Jean qui grogne. En fait, j'ai l'impression moi que c'est plus en fait là un enfant, donc Jeannot dans le truc pour distinguer, qui est soit anxieux, soit dépressif. Je sais pas dire lequel des deux, mais en tout cas il y a beaucoup d'anxiété, ça c'est sûr. Il est beaucoup stressé, beaucoup apeuré partout. Et les adultes autour ne cherchent pas forcément à le rassurer. Ils vont plus... ouais, ça aussi c'est un mécanisme où tu as un enfant qui montre des signes d'angoisse où il a besoin, il faudrait qu'on le rassure, et où les adultes ne vont pas le rassurer. Quand c'est les enfants, ça passe. Tu peux pas demander à un autre enfant de gérer un autre enfant. Mais du coup, les adultes, plutôt que d'être rassurants, de bien faire leur truc, ils vont encore plus mettre les torts sur l'enfant. Plutôt que de le rassurer, ils vont dire non mais là c'est ta faute, c'est toi qui es méchant, c'est toi qui es grognon, c'est toi qui nana. Alors que peut-être juste rassurer l'enfant, ça passerait un petit peu mieux. Parce que là, au début du truc, avec Jean Kiri et tout. Donc à un moment, il croise un mec qui se fait passer pour un voleur. Alors déjà, la scène est lunaire, je trouve. C'est tellement chelou. Parce que donc ils sont à un moment dans une église. Et donc t'as Jeannot qui donc est un peu chafouin parce qu'il trouve que son cousin a reçu plus d'argent. Parce qu'ils partent...
pour travailler à Paris parce que leurs parents sont trop pauvres. Et déjà, Jeannot, donc il a perdu ses parents, et il se retrouve avec une tante qui apparemment n'avait pas spécialement envie d'avoir sa garde. On n'en sait pas plus, mais bon, il n'y avait pas l'air d'avoir une entente super entre eux. Mais déjà, même si Jeannot, on voit qu'il n'avait pas envie d'être avec elle, n'empêche qu'il n'avait pas non plus envie de quitter sa maison parce que très anxieux et du coup il a peur de l'inconnu. Et du coup, à un moment donné, donc ils sont au début de leur voyage et ils ont reçu de l'argent pour pouvoir voyager. Et donc, tu as Jean qui a reçu plus de sous, donc de la part d'amis, du curé et tout ça. Jeannot, lui, a juste reçu une pièce du curé. Et du coup, il fait un peu part de ça à son cousin. Et son cousin, du coup, dit « Ah bah tu sais quoi, on va partager tout ça. » Donc, il partage. Et là, tu as un mec qui passe, qui entend du coup ça. Et qui joue les voleurs. Et, mon Dieu, t'as Jean qui lui dit « Ouais, ok, tenez, prenez mes sous. » Et, oh mon Dieu, cette scène est tellement lunaire, j'arrive pas à la décrire. Mais du coup, ensuite, t'as donc Jeannot qui a peur et qui ne veut pas, et parce que c'est son argent, et comment ils vont faire pour truquer, nanan, parce que t'as Jean qui est là « Oui, prenez mes sous, le bon Dieu me nourrira, nanan. » C'est un petit peu débile, mais donc t'as Jeannot qui est un petit peu plus dans le... Mais on est en train de se faire braquer, là. Le mec est peur, réagit, et du coup... Bon, heureusement, le brigand n'est pas vraiment un brigand, c'est juste que c'était un mec qui passait par là, qui s'était caché dans l'église, qui avait vu donc Jean prier, tout ça, nana. Et après, donc, il y avait son cousin qui est arrivé et ils avaient partagé leurs sous. Et il avait voulu leur donner une leçon comme quoi il ne fallait pas faire compter son argent n'importe où, dans les bars, les trucs comme ça. Enfin, il voulait leur donner une leçon, en leur faisant peur au passage, mais bon, zéro remise en question du mec. Mais du coup, donc, il se prend de sympathie pour Jean parce qu'il voit qu'il est pieux et qu'il est gentil et tout ça, nana. Et vers la fin, il y a un move bizarre où donc Jean, c'est son protégé, il décide que c'est son protégé, mais Jeannot, vu qu'il est un petit peu plus grognon, on va dire, je sais pas, on dirait qu'il le prend en grippe, en mode plus tard quand ils seront chez leur frère, je verrai si l'autre le mérite, sinon moi je prendrai Jean, je m'en occuperai, et l'autre, il y a un truc bizarre comme ça, où tu te dis mais c'est des gosses, et déjà d'une tu leur as fait peur, et de deux, pourquoi est-ce que tu prends en grippe un gamin en fait à qui t'as fait peur? Tu vois, c'est des trucs comme ça qui sont trop bizarres de la part des adultes, où tu te dis mais vous vous rendez compte que juste là déjà t'as un gamin qui est possiblement anxieux, et en plus tu es un étranger complet, tu joues les voleurs et tu t'étonnes qu'il soit de mauvaise humeur. et c'est ça tout le temps, les adultes font tout le temps ça dans ces livres, et ça me rend malade de me dire mais genre vous vous rendez compte que c'est votre comportement qui fait que l'enfant est comme ça? Enfin bref, je pense que vous avez un petit peu compris, je vais arrêter, mais je pense que vous avez un petit peu compris où je veux en venir et ma bête noire avec la comtesse de Ségur que j'ai. Après, j'aime beaucoup ces livres, hein, chaque fois je suis à fond dedans, mais ça un peu aussi... c'est un petit peu l'ombre qui plane tout au long de ma lecture où je suis en mode « Oh meuf, c'est bien, t'avais compris qu'il y avait un problème au niveau des éducations des enfants, mais t'as fait la moitié du chemin, il y a encore tellement d'attraits psychologiques, le fait que les adultes considèrent les enfants un petit peu comme des esclaves, des objets où il faut que tu me sois soumis, sinon t'es gentil, sinon c'est que t'es pas gentil, et nanan, tu vois. » Donc voilà, bref, je pense que j'ai fait le tour du truc, j'avais pas mal de trucs à dire, là je suis contente, j'ai pu mettre au clair ça, mais voilà, donc c'est vrai que la comtesse de Ségur a pu mettre en lumière la maltraitance des enfants, mais elle s'est arrêtée à mi-chemin, quoi. Après, c'était une autre époque, elle n'avait pas forcément peut-être tout le recul pour se rendre compte que les adultes avaient un peu plus de responsabilité que ça. Tu pouvais pas non plus tout remettre sur l'enfant en mode bon d'accord, t'as des merdes, mais au bout d'un moment, va falloir que tu prennes sur toi et que tu fermes ta gueule. C'est vrai que, comme je dis, moi, je fais la critique avec un œil moderne. Hein. Maintenant, on sait que ça va un peu plus loin que ça. Il y a beaucoup de traits psychologiques dans tout ça. Hein. Déjà, le fait que on considère les enfants, on a beaucoup de facilité à considérer les enfants comme des objets.
Et à une certaine époque, on les voyait même comme des êtres démoniaques. Il y a vraiment un délire de on déteste les enfants sociétal, je sais pas trop comment le dire ça. On parentifie un petit peu ouais, les enfants. Et ça, c'est un aspect, je pense, qu'il n'y avait pas encore germé à l'époque. Maintenant, nous, on le sait. On se rend bien compte que ça va au-delà de la maltraitance et qu'il y a vraiment une institution qui, un petit peu sociétale, nous fait détester les enfants. Un petit peu aussi comme il y a l'agisme, les trucs comme ça. Ça va beaucoup plus loin que juste des enfants qui se font battre ou des parents trop laxistes, quoi. Parce que c'est vrai que ça aussi, c'est un truc qui est mis un petit peu en lumière dans les livres. Mais, je sais pas, je vois pas ça non plus comme beaucoup abusif. Après, j'ai plus l'impression ouais, que juste c'est des parents. À la limite, on pourrait parler de ça, des parents qui n'étaient pas aptes ou à avoir des enfants ou pas encore prêts. Et ça aussi, ça pourrait se poser de questions, je pense. Mais bref, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses. J'ai pu mettre ça au clair. Je suis contente. Et bon, on va s'arrêter là parce que j'ai quand même pas mal piaillé. Allez, à la prochaine!